10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Christian Morin, on est ravis de vous recevoir, bonne année. Alors je vais dire Valérie Expert, alors puisqu'on donne le nom. Bonjour Oui, Gilles, voilà. oui, tous mes voeux, parce que Très ça bonne c'est pratique année. la radio, parce que Oui. ça évite d'envoyer des cartes postales, d'envoyer des SMS, etc. Donc là, vous adressez vos vœux à tout le monde, c'est on ça? le dit à tous les auditeurs de Sud Radio et à vous-même bien sûr, Merci, Valérie, cher et Christian. à vous mon cher Gilles. Vous avez déjà été en direct pour un nouvel an en Oui, télévision? même la nuit, C'est vrai il y a quelques années, c'était sur Europe 1. On était un petit peu. C'était pas une corvée, c'était très agréable parce qu'il y avait quelques victuailles qui étaient apportées. Il y avait une bonne humeur qui régnait. Noël et Nouvel An, très souvent, c'était très agréable, très très agréable. Alors, présentateur, animateur, clarinettiste de talent, comédien, vous avez une carrière phénoménale. On en parlait juste avant de prendre l'antenne. On peut vous retrouver sur une radio concurrente, radio néanmoins classique amie, et comme on néanmoins amie. Radio classique, bon, c'est pas hyper concurrent parce que ici, pas exactement la même chose. Mais c'est vrai qu'on va évoquer avec vous aussi votre carrière à la télévision, d'animateur. C'est vrai que vous avez marqué les grandes heures de la télévision, que ce soit la 5, on en parlait avec Jean-Claude Bourret, TF1, et puis la musique qui reste quand même omniprésente dans votre vie. Oui, mais qui n'est pas le premier métier, puisque je suis toujours fier d'avoir des diplômes à l'école des Beaux-Arts. Vous étiez dessinateur, c'est ça? Oui, la vraie profession. Je suis graphiste, j'ai passé un diplôme d'art graphique et de publicité à l'école des Beaux-Arts de Bordeaux, et par conséquent la clarinette était à côté, en parallèle c'était tout à fait complémentaire. J'ai fait un peu de théâtre, après j'en ai fait un peu plus tard, mais disons que comédien, je veux pas être prétentieux non plus. J'ai tourné, j'ai fait du théâtre. J'ai vu que tourné vous dans aviez quelques fait films. quand même des séries, Maigret avec Bruno Kremer, dans Navarro, Une femme d'honneur. Vous avez quand même été sollicité si vous n'aviez pas été Et j'ai eu la chance de travailler avec Jean-Laurent Cochet pendant Aussi, 5 ans. absolument. Et ça s'est terminé par les fausses confidences de Marivaux avec Jean-Laurent. On va reparler de tout cela dans un instant. Et puis mais vous aviez été sur une comédie musicale avec Annie Cordy. Tout à fait. En avant la absolument. musique, Tout vous à étiez fait. sur scène chaque soir. Et on va parler musique évidemment avec votre livre Notes légères bis, puisque c'est le 2e opus. Absolument réjouissant, nouvelles histoires légères de la musique classique, c'est passionnant, il y a plein d'anecdotes, vous allez découvrir des tas de... C'est très drôle, il y a des choses drôles. C'est drôle, c'est passionnant, c'est intéressant, puis j'ai découvert aussi votre talent de dessinateur. Oui, ben voilà, j'ai jamais arrêté tellement le dessin d'ailleurs. C'est formidable, hein. C'est vrai qu'il y a une parenté parfois avec Sampé, parfois Oui, avec Dubout, j'ai trouvé sur certains dessins. Alors ça, Hein? vous êtes la 2e ou 3e personne qui me dit ça, et ça me fait très plaisir aussi. Dubout, grand dessinateur. Ah bah oui. Cabu était un admirateur de... Alors vous avez dédié ce livre d'ailleurs à vos parents, à Cabu, à Sampé et à Uderzo. Alors avec les 3, j'ai des anecdotes à la clé que je pourrais vous raconter. Vous allez tout nous à les l'heure. raconter, mais c'est le Avec zapping, grand on va y plaisir. revenir. Sud Radio Média, l'instant zapping. Ah, on n'arrête pas de les voir depuis le 1er janvier, Valérie. Ils ont réapparu, les médiums et les voyants dans toutes les émissions. Bon, nous, on en aura un demain, Oui, Alexandre Delevanne. Mais alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont dit en 2023 ? Je me suis posé la question, donc j'ai passé mon après-midi d'hier à aller voir des archives. Alors, j'ai commencé et j'ai retrouvé Touche pas à mon poste People qui annonçait les morts de 2023. C'est chic. Et puis également une voyante qui avait eu une fulgurance. Écoutez. Selon un voyant américain, voilà les gens qui vont disparaître en 2023, je vous le dis. Charles III, Bruce Willis, vous savez qu'il est très malade et que ça va mal. Oui, non. Bill Gates, Oh Il n'a pas pris non. beaucoup de risques. Hein. John Travolta, Non. Oh non, pas John Travolta. bah si. C'est hallucinant. Jack Nicholson, bon, ça il a 90 ans. Ouais. Michael J. Fox, bon, Oui, mais ça, on sait Il qu'il est en très revient. malade du oui, il est Parkinson. très malade. Whoopi Goldberg. Qui? Alors ça, je n'en reviens pas. Elle est Mais malade. pourvu Non, que j'adore. pourvu que ces gens ne regardent pas la télé française. Kylian Mbappé. Papa. Non. Oui. Papa, fin 2023. Mais c'est génial, Donc, mais c'est qui la maman Il le conçoit quand? trouver la mère d'abord. Vous avez la date de la conception? Il va y avoir du monde au Portugal. Ah non, mais fin 2023, c'est-à-dire qu'il est... 9 mois avant, donc on est dans la date. Oui, mais il est de célibataire, conception. là. Andrea, parce que On est c'est la- Donc il a le choix dans la date. Non, mais attends, On est il doit dedans, avoir puisque tellement de Elle prétendants. accouche à la fin de l'année. Bah oui. à la fin de l'année. Non, mais c'est bien les prévisions des voyants. Vous avez fait une émission avec Madame Soleil.
J'ai travaillé avec Madame Soleil, que j'aimais beaucoup, Germaine Soleil, c'était son vrai nom d'ailleurs. C'était son vrai nom, C'était ouais. son vrai nom, tout le monde ne le sait pas. Germaine Soleil, c'était une femme de bon sens, c'est-à-dire qu'elle avait fait quelques années d'études de médecine, donc elle savait jusqu'où elle pouvait aller dans les conseils médicaux, mais c'était surtout ce type de femme qui me rappelait à la fois ou ma mère ou ma grand-mère, ces gens de bon sens avec une logique imparable et puis une tendresse dans la voix. C'était quelqu'un de tout à fait brillant, qui m'avait dit d'ailleurs, elle nous donnait des conseils à nous, puisqu'on l'approchait, elle m'avait dit, Christian, il faut que vous restiez dans le style, alors c'était la référence, Maurice Chevalier, Sacha Distel, c'est-à-dire toujours élégant, une bonne tenue, le gendre idéal, un petit peu l'image que l'on souhaitait pour la télévision, et puis surtout, rester comme vous êtes, gentil avec les gens. Il y avait des artistes, en fait, la timidité qu'on peut avoir au début de ce métier que vous connaissez, Valérie et Yvan, on a une réserve, mais qui nous fait être très poli et très courtois avec les gens. Et plusieurs artistes m'avaient dit ça. Maurice Biraud m'avait dit, reste comme tu es. N'en rajoute pas. Et finalement... ça vous a plutôt servi. Elle vous avez fait des prévisions, Madame Soleil, des choses qui se sont... Ça arrivait quelquefois, oui. Et puis alors, mon mariage avec la maman de mon fils Julien, il y avait plein d'amis qui étaient là, et Madame Soleil faisait partie des invités. C'était extraordinaire, parce que tous les amis me disaient, tu crois qu'on peut lui demander? Alors elle était assise sur un fauteuil, et tout le monde venait la consulter pendant le cocktail. Ça, c'était très rigolo. Là, ce qui est assez rigolo avec du recul, c'est qu'il y en a aucun qui est décédé. Le plus ironique là-dedans, c'est que le seul qui est mort médiatiquement, c'est Mathieu Delormeau qui présentait l'émission, et Mbappé n'a toujours pas de copine et donc toujours pas d'enfant. Alors je me suis dit, je suis en bon chemin quand même sur mon histoire des prévisions de 2023. Donc j'ai été voir les prédictions politiques. Alors il y avait sur 2 émissions de télé, Cassandre qui avait été faire les shows télé, et puis vous allez voir, elle porte bien son nom. En raison des problèmes économiques, nous devrions assister à de nombreuses coupures d'électricité, ainsi qu'une cyberattaque de grande envergure au niveau Internet qui pourrait bloquer de nombreuses administrations et avoir de graves conséquences avec les pirates de l'informatique. Par ailleurs, les Français risquent d'apprendre un secret d'État qui sera dévoilé, quelque chose de grave qui devrait prendre d'énormes proportions dans le monde de la politique. Au vu de tous les éléments qui ne sont pas en accord avec le gouvernement, nous pourrions assister à la dissolution de l'Assemblée nationale, car personne ne s'entend et à chaque fois c'est la guerre entre eux. À la suite, notre président aura bien du mal à calmer cette violence. Il va se sentir en perte de vitesse et sera obligé de prendre les décisions qui s'imposent. Quelques jours près, elle a raté la dissolution. C'est dommage quand même. C'est quand même assez incroyable. Vous avez eu, et vous avez toujours, un succès fou. Succès fou, c'était sur TF1 avec vos comparses de l'époque, évidemment. Et puis, comment ? Oui, on pense à Philippe Patrick Roy. Rézoli et puis Patrick Roy, évidemment. Il faut rappeler que au pied levé, quand même, vous avez remplacé Patrick Sabatier, qui était parti pour la 5. Vous avez permis au divertissement de continuer sur TF1. J'ai pas remplacé parce que personne n'était... quand j'ai été contacté par monsieur Berlusconi, eh bien, il y avait rien n'existait, mais moi j'avais un projet d'émission avec Amanda Lear qui était déjà prévu. C'est après, quand la 5 s'est installée, parce que je n'ai travaillé qu'en Italie. Ce qui était très agréable, ma foi. Les Italiens, toujours de bonne humeur, agréables. Ils travaillaient dans une chaîne privée, ils étaient royalement payés, convenablement, et il n'y avait aucun problème. Et quand la 5 est arrivée sur le territoire français, c'est là que les problèmes... Alors tout le monde... Toutes les chaînes se sont vidées, tout le monde a été attiré par Berlusconi, mais pour la petite histoire, je devais vous raconter quelque chose, c'est que quand... normalement, il y avait quelqu'un qui devait être le médiateur pour le cinéma français, c'était Alain Delon. Alain Delon, souvenez-vous, il y a une chose qui est très pratique aujourd'hui, on s'en fout, on va faire pipi, on prend une bière, les coupures de publicité, c'était un scandale à l'époque, Valérie. C'est ça, ça a été introduit, c'est ce que nous a dit Jean-Claude Bourret. Et donc, Berlusconi avait contacté Alain Delon, qui devait être le médiateur, et il devait venir une fois par mois co-présenter l'émission Chercher la femme, avec Amanda Lear et avec moi. Et donc, j'ai vu Alain Delon pendant un mois à peu près, et la veille de mon départ, Alain m'appelle, il me dit, écoute, je compte sur toi, tu vas être le meilleur. Voilà, très, très Alain Delon. Et il me dit, est-ce que tu as signé ton contrat? Je lui dis non, je le signe à Milan demain.
Il me dit, écoute, ne le signe que pour 6 mois. Ah bon? Pourquoi? Il me dit, à mon avis, quand la chaîne va s'installer en France, ça va se casser la gueule. Je lui dis pourquoi? Il y a trop de politique entre Krakchi et Mitterrand. Il ne s'est pas tellement trompé. C'est un bon voyant, lui, en revanche. Oui, alors là... À la différence des deux et qu'on vient je l'ai signé que d'entendre. pour 6 mois, et Amanda Lear était assez d'accord, parce qu'elle travaillait sur l'Italie, et j'ai passé de très bons moments avec Amanda, qui est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, très drôle, qui parle 5 langues, vous avez toujours des contacts avec elle? Toujours, on se croise de temps en temps. Elle m'appelle Clarinette. Clarinette, comment vas-tu? Et un Patrick Sabatier, donc pas si sympathique si on en croit Véronique Jeannot. Elle était sur le plateau des enfants de la télé. Vous allez voir, elle a raconté une anecdote pas très sympathique. Elle n'est pas là, alors on envoie le clip de Véronique Jeannot qui de toute façon était prévu et ensuite je l'accueillerai et j'espère que pendant ces 4 minutes, elle aura le temps de venir nous rejoindre. Véronique Jeannot ne peut pas venir aller retarder sur le tournage de Pause Café, c'est très compliqué donc je ne peux pas l'accueillir. J'ai passé tout à l'heure sa musique et j'aurai j'espère l'occasion de l'accueillir très bientôt. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais coincée dans les embouteillages. Je revenais du tournage de Pause Café. On était arrivé avec le gyrophare et tout. Et vraiment, je suis arrivée. Et il a vu que j'étais en bas. Je suis passée devant sa loge. Il a vu que j'étais là. Et il s'est servi, en fait, de moi pour justifier que la télé était en direct. Mais j'étais derrière. Quelle drôle d'idée. J'en ai voulu pendant 10 ans. Incroyable. Alors, il y a 15 jours, on parlait avec Thierry Saïd des 10 ans de Prodige. Ce soir, c'est la grande finale de Prodige, diffusée en prime sur France 2. Et puis, du coup, je me suis rappelé du gagnant de 2021. Il s'appelait... ça vous parle ou pas? Il s'appelait Simon. Et c'était un jeune prodige de la clarinette. Et c'est lui qui avait gagné... Exact. Oui, il a enregistré un album après. Exactement. C'est lui qui avait gagné Prodige. Je vous propose d'écouter le Klezmer's Dance de Martin Frost. C'est étonnant, de la clarinette en prime, on en parlait. Martin Frost, c'est un clarinettiste extraordinaire. Il a un parallèle en France avec Philippe Béraud, le clarinettiste de l'Orchestre de Paris, que je connais bien. La musique klezmer, c'est très particulier, très très difficile à jouer. Il y a des thèmes juifs qui sont extraordinaires. Le Sirba Octet, d'ailleurs, dans lequel Philippe Béraud reproduit ce genre de musique, joue ce genre de musique. Mais Martin Frost, la clarinette est un très bel instrument. Moi, je suis plutôt dans les tons suaves pour la clarinette. Moins aigu, jazz et crooner. Philippe Béraud joue très bien aussi. On a joué d'ailleurs un Summertime tous les deux, un jour ensemble. Mais c'est un instrument, en fait, quand j'ai eu cet instrument entre les mains à l'âge de 12-13 ans, je suis tombé amoureux du son de la clarinette. C'est un très bel instrument. Et Woody Allen joue bien ou pas? Vous l'avez déjà vu jouer? Oui, tout à fait, oui, parce qu'il voulait rencontrer Claude Luther qui avait joué avec Sidney Bechet, et je l'ai rencontré dans les loges de l'Olympia après son concert. Il joue dans le style Nouvelle-Orléans, à la George Lewis, mais il joue très très bien dans son style. Alors certains, c'est peut-être pas un clarinettiste. Vous savez, le problème d'un instrumentiste, c'est qu'il y a toujours mieux que vous au-dessus. On va parler comme ça, voilà. Bon. Donc voilà, votre avis sur Woody Allen. On se retrouve dans un instant avec Notes légères, bis, 2e opus. C'est paru aux éditions First, une préface de Franck Ferrand. Vous allez apprendre plein de choses, des vacheries entre les musiciens, les critiques. Il y a des choses formidables et puis un tas d'anecdotes. On y revient avec vous dans un instant. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, Christian Morin, avec ce livre Notes légères, bis, donc deuxième du titre. Nouvelles histoires légères de la musique classique, c'est chez First. Il vous reste des petits cadeaux à faire. Je vous conseille, puis faites-vous le cadeau à vous-même, si vous êtes passionné de musique ou pas d'ailleurs, parce qu'on découvre tout un tas de choses sur la musique classique et aussi sur le jazz, puisque on parlait de jazz avec vous. Il y a quelques dessins sur le jazz.
vous jazz avez élargi un petit peu. D'où ça vous vient tout ça, ce goût pour la musique? C'est-à-dire que le goût pour la musique en général, j'aime bien. Je ne suis pas un grand spécialiste de la musique classique. Et c'est quand j'ai été engagé sur l'autre radio, que vous évoquiez gentiment tout à l'heure, le directeur m'avait dit, je voudrais quelqu'un de sympathique qui me parle d'un disque de Chopin comme si je prenais un verre avec lui. Il fallait trouver un ton. Alors au début, ça dérangeait parce que ça décoiffait un peu. J'essaie de parler normalement. Et puis, dans un journal qui s'appelle Notre Temps, on m'a demandé de parler de disques. Et j'ai dit, mais je ne vais pas critiquer des disques. C'est pas mon rôle. Et la directrice a appris que j'avais fait les Beaux-Arts. Je faisais des pochettes de disques pour Sony à l'époque. Et elle me dit, mais à ce moment-là, racontez vos anecdotes. Et illustrez-les avec un dessin humoristique. Alors là, ok, ça a commencé comme ça, et puis de fil en aiguille, on est arrivé à ce sont ces petites chroniques, entre autres, qu'on retrouve dans ce... C'est pratique à lire, surtout, parce que ça ne se veut pas trop intellectuel. On apprend des choses, on peut le prendre dans tous les sens, c'est pratique. Pour la plage. Je m'y prends au mois de janvier un peu tôt, mais on ne sait jamais. Il y a cette histoire, par exemple, là, c'est vraiment du bout. Hein. Chaque fois, vous croquez de votre plume, vraiment avec beaucoup de talent, l'histoire que vous racontez. Et là, c'est Mirella Freni, qui est une immense soprano italienne. Et Pavarotti. J'ignorais cette histoire. Alors, tous les deux, ils devaient tout à Karajan, qui les avait engagés, qui avait repéré déjà leur talent. Ils étaient nés à Modène, célèbre pour son vinaigre, en Italie, et leur maman travaillait dans des usines de tabac. Donc les mamans de l'un et de l'autre n'étaient pas réputées pour avoir un lait peut-être convenable pour les bébés qu'ils étaient. Donc elles avaient pris, les deux mamans, la même nourrice. Et Mirella Freni aimait à dire, c'est Pavarotti qui a bu tout le lait que je devais boire à ma place. C'est incroyable. Ils s'entendaient très bien. Ils avaient eu la même nourrice. Voilà, c'est ça. Quelle carrière. Et il y a l'histoire de Satie aussi, et des parapluies. Satie avec les parapluies, avec Debussy, c'est Georges Auric peut-être, non? C'est Georges Auric, c'est Georges Auric. Il était ami avec Georges Auric. Il était ami. Alors, il adorait les parapluies. Quand il est mort, Satie, on a découvert des tas de parapluies neufs chez lui. Quand il avait un vieux, il jetait comme les manteaux, il les donnait à des pauvres, et puis il reprenait un manteau encore emballé. Et malencontreusement, Auric a crevé le parapluie de Satie, qui l'a traité de tous les noms. Alors là, Auric s'est fait traiter de nom d'oiseau par Satie, et ils sont restés en froid pendant quelque temps. Satie, c'était ça, c'était une humeur vagabonde. Et on ne sait pas si c'est du fétichisme ou s'il était dandy et collectionneur de parapluies. En tous les cas, on a découvert du courrier qu'il s'envoyait lui-même au fond de son piano, et il n'ouvrait jamais le courrier. Voilà, c'était un personnage formidable. Gilles. Incroyable. Comment vous expliquez que la musique classique est inexistante à la télé ? À la télé, parce qu'on part du principe, ce sont les patrons, ce sont eux. Il y a quelques émissions quand même, il y en a eu beaucoup avec Ève Ruggieri notamment, quelques années. Mais on pense que la musique classique va emmerder tout le monde. C'est le vœu pieux. Mais comme le jazz d'ailleurs, le jazz. Moi je me souviens à la radio, à Europe, on me disait non, le jazz, alors on passait ça le dimanche soir, j'ai eu une émission pendant 1 an. Mais la musique classique, on part du principe que ça ennuie tout le monde. Quand on en parle, est-ce qu'il faudrait la présenter de façon plus goguenarde ? Il y avait un petit peu plus accessible et moins pompeuse. Présenter la musique de façon très simple, c'est Frédéric Lodéon. Bien sûr, formidable conteur. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais vous savez, il y a des directeurs de chaîne qui prennent de drôles de décisions parfois, à condition que ces mêmes directeurs de chaîne, comme je ne fais plus de télé, je ne risque rien, soient réellement des artistes. Ce sont devenus des administrateurs, surtout. Alors moi, juste une question justement sur quel regard vous portez sur la télé d'aujourd'hui et celle du passé. On l'a un petit peu évoqué avec Thierry Ardisson. Je ne dirais pas que c'était forcément mieux autrefois. Il y a des erreurs. D'abord, je pense que la télévision devrait rester ce qu'elle est, c'est-à-dire une bibliothèque d'images extraordinaire, dans laquelle on peut aller choisir son livre et pas se lever à 23h en disant il y avait de la merde ce soir à la télévision, alors qu'on pouvait changer la chaîne. Mais c'est un peu ce que c'est devenu aujourd'hui, avec les plateformes, avec les replays. Vous choisissez ce que vous voulez. Il y a de tout, c'est-à-dire que moi je sais que personnellement aujourd'hui je regarde beaucoup les chaînes, la chaîne Histoire, par exemple, on a des documents exceptionnels. Arte,
qui propose aussi de belles choses. Et puis, j'aime bien les émissions de Stéphane Bern sur l'histoire aussi. Mais la variété, vous qui avez été l'un des la variété, grands, je regrette. grands animateurs de variété quand même. Oui, mais même, on était sur la fin parce qu'il y avait encore Jean-Pierre Foucault avec Sacrée Soirée. Il y avait, vous évoquiez tout à l'heure Yvan, Succès Fou. Gilles, pardon. Pourquoi je vous appelle Yvan? Parce qu'il y a Yvan Cujoux, Yvan. parce que vous êtes allé chez Yvan Cujoux il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'est peut-être pour ça. Et alors, c'était la fin un peu des... Mais là, il n'y a plus ces grandes émissions de variété. Non, et puis c'est-à-dire que les gens viennent faire aujourd'hui une espèce de promo, et puis on s'arrête. Moi, je pense à la grande époque des Carpentiers, où il y avait une préparation, c'était formidable. Et moi, j'étais cherché dans la boîte à archives, parce que vous étiez longtemps animateur sur la télévision suisse romande. Elle a à peine 15 ans, et on parle souvent de Michel Drucker, mais il y en a un autre qui a interviewé Céline Dion quand elle avait 15 ans. C'était vous, et moi, je trouve ça injuste, parce que vous étiez avant Michel Drucker, et j'ai retrouvé cette interview. Et à très très bientôt, parce que le Canada, la Suisse, c'est pas très loin. Dire que... Ah non, c'est pas loin. Vous m'avez parlé de la chaleur des Suisses, dites-le. Justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que ici, je trouve qu'il y a de la chaleur extraordinaire dans le pays. Les gens sont accueillants. Je trouve qu'il y a beaucoup de chaleur envers les gens. Et j'espère de venir très très souvent, parce qu'ici, je me sens comme chez moi. Et j'espère de venir vraiment très très souvent. Je suis vraiment impressionnée par la propreté et tout ça. Et le chocolat aussi. Et le chocolat aussi. La propreté et le chocolat. Vous en souvenez? Oui, très bien. Très très bien, parce que pendant 5 ans, le producteur de l'émission, qui était aussi un musicien et qui est devenu un très très bon ami, Alain Morisot, m'avait dit, c'est une grande vedette, lui, au Québec, où je suis allé jouer avec lui, d'ailleurs. Il m'avait dit, il y a une artiste qui va représenter la Suisse, elle a 14 ans, mais elle était extraordinaire, tu vas voir la voix qu'elle a. J'ai connu la maman, il y avait déjà les frères et sœurs qui étaient avec elle. Oui, puisque vous vous adressez dans l'archive, vous vous adressez à sa mère, qui était très inquiète de l'interview, et qui vous regardait d'un œil pendant que vous faisiez l'interview. Tout à fait, mais elle avait déjà une spontanéité, un naturel, elle avait déjà de l'aplomb, elle était chou, vraiment, une jeune adolescente. Alors, c'est Drucker, parce que Drucker, forcément, Michel, en France, en France, ça parle moi, à tout le monde. je n'existais qu'en Suisse. Et je l'ai interviewé 8 ou 10 jours avant que Michel ne l'interviewe. Mais enfin, il n'y a jamais eu de fâcherie entre Michel et moi à ce sujet. Non, mais c'est ça qui est amusant, c'est que personne ne sait que vous avez interviewé Céline Dion devant sa maman. Et vous, tout de suite, vous avez senti qu'elle serait une star ? Écoutez, quand j'ai entendu la voix, j'étais quand même un petit peu surpris, parce que la qualité et l'aplomb, et déjà une assurance et la façon de respirer, déjà, ce qu'elle a eu après par la suite. Ouais. Votre première télé, c'était quand? La première télé, c'était en 75, sur France 3. On cherchait des animateurs pour un jeu sur France 3. Alain Jérôme avait un cumul de bandes de films sur la France. On dominait des villes et des régions. Donc, il avait inventé un jeu qui s'appelait Altitude 10 000, formidable. Et on survolait la France. Ça plaisait beaucoup à l'Éducation nationale. Quand on n'avait pas trouvé la ville à 10 000 pieds, puisque c'était reconvertible en kilomètres avion, sponsorisé par Air France. Et au sol, il y avait 2 personnes qui donnaient des renseignements historiques, Alain Decaux, André Castelot. C'est là que je les ai connus. C'est génial. Et les 3 présentateurs qui devaient passer le test d'essai, il y avait 2 présentateurs qui passaient avant moi, donc j'étais très inquiet. Il y avait André Torrent de RTL et Gérard Rolls. Et puis, à un moment, je me suis planté en présentant. J'arrivais des États-Unis, j'étais subjugué par la télé américaine. Je ne sais pas comment je me suis récupéré. Ça a dû plaire. Alain Jérôme m'a dit, est-ce que vous êtes libre à déjeuner? Et voilà comment j'ai commencé. Et vous étiez destiné à quoi au départ? Comment vous êtes arrivé? Comment vous vous êtes dit ce jour-là, tiens, je vais me présenter à ce concours d'animateur? Parce que Pierre Bonte à Europe 1 m'avait dit, écoute, à France 3, ils cherchent des présentateurs, tu devrais téléphoner. Vous étiez déjà animateur à la radio? Oui, j'étais déjà à Europe 1 à ce moment-là. Et alors on tournait à Lille. Et vous savez comment c'est quand on débute? Les candidats qui avaient la trouille de passer à la télévision, on tournait à Lille dans des studios aménagés avec un car régie dans la foire de Lille. Et moi, j'avais une trouille, je ne vous dis pas, on commençait à tourner à 7h30 du matin pour une émission qui passait à 20h le jeudi soir. Et les candidats venaient me voir en disant, Monsieur Morin, on compte sur vous parce qu'on a peur. Je dis, ne vous inquiétez pas, j'avais autant la trouille que. C'était, puis alors à l'époque, avec les nœuds de cravate très larges, les longs cols, il faudrait que je vous fasse voir les images, Chine. Et puis les cheveux très très longs, c'était la mode. Il y a eu la roue de la fortune, il y a eu le téléachat. Ça vous a amusé, le téléachat?
Pas tellement. J'avais besoin à ce moment-là je dirais oui, mais non, j'avais besoin de faire quelque chose. Comme je restais sur la chaîne TF1, c'est un exercice qui n'est pas si facile que cela à faire. Non. Celui qui a amené ça des États-Unis, c'est Pierre Bellemare. Ouais. Mais il y avait une équipe formidable autour. C'était pas désagréable. Mais c'est pas ce que vous avez préféré. Bon, et la roue de la fortune. Alors, je crois que Gilles, vous avez un extrait. Alors moi, il y avait quelque chose qui me fascinait dans The Wheel of the Fortune. C'est le carrousel. C'est-à-dire que quand on avait assez d'argent, il y avait tout ce magasin qui était là. Et donc, je vous ai pris un extrait de l'époque où le candidat va pouvoir dépenser son argent en francs, bien évidemment. Pour 1500 francs. Un F. Oui, tout à fait. Vous n'avez plus qu'à lire. Nous vous écoutons, Serge. Non, mais il faudrait quand même... Ah oui, pardon. Oui. L'ancienne abbaye cistercienne de Flaran. Voilà. Qui se trouve sur les bords de la Baïse, dans le Gers. 17 000 francs. Serge, maintenant, vous pouvez choisir. Pour 9 750 francs, le caméscope. Pour 3 550, l'appareil photo. 3 700 francs. Pour 2200, la boîte musique. La boîte musique pour 2200 et on remet en jeu les 1500 francs qui vous restent. Non mais c'était formidable à l'époque parce que maintenant évidemment avec nos portables on fait des vidéos et des photos mais le caméscope c'était un énorme cadeau de gagner un caméscope. Il y avait la voiture aussi à gagner quand on restait 3 jours et le président Bouygues, Francis Bouygues me disait qu'est-ce que vous voulez, vous rendez les gens heureux. C'était aussi simple que ça. On savait très bien que cette émission c'était pas Bernard Pivot, c'était un jeu américain qui marchait très bien, mais si vous avez une idée de ce type, Gilles ou Valérie, vendez l'idée parce que c'est quand même une roue de loterie avec un jeu du morpion, tout simplement. Absolument, donc, mais aujourd'hui, je pense que si on arrive avec un jeu, on nous dira non, mais c'est pas américain, ça n'a pas été testé. Il n'y a pas eu d'audience. Alors on est allé aux États-Unis, j'ai vu, c'était en France, nous étions la copie conforme du jeu américain. Et à propos des lots du carrousel qui a l'air de vous plaire, mon cher Gilles, si j'avais su, j'ai gardé quelques cadeaux, j'aurais pu vous les apporter. Figurez-vous qu'un jour, je fais une émission où j'étais à côté de Françoise Sagan au moment du maquillage. J'avais fait un livre sur les jeux de hasard depuis l'Antiquité jusqu'à la roue de la fortune. Et Françoise Sagan me dit Christian, je regarde souvent la roue de la fortune. Alors déjà, Françoise Sagan, regardant la roue de la fortune, ça m'étonnait un petit peu. Elle me dit il y a quelque chose qui me plairait parce que quelquefois, devant mon feu de cheminée, il y a un petit banc. Il y avait un petit banc qu'on proposait, des petits bancs en bois, c'était en pin. Je lui ai dit Françoise, donnez-moi votre adresse et je lui ai fait envoyer un petit... C'est le seul cadeau que j'ai offert à Françoise Sagan. Un petit banc pour mettre ses pieds devant sa cheminée. C'est fou. Et elle regardait, elle était... Et vous avez eu d'autres fans célèbres? Il y avait André Castelot qui regardait la roue de la fortune. J'avais proposé à Télé 7 jours, puisque quand vous faisiez un jeu qui en plus on avait 12 ou 13 millions de personnes, c'était énorme. Il faut dire que quand on allumait la télé, ça s'allumait sur TF1. Mais donc j'avais proposé à Télé 7 jours de réunir des intellectuels qui aimaient bien la roue de la fortune. Et puis ça ne s'est pas fait. C'est pas grave. On se retrouve dans un instant avec Christian Morin pour parler évidemment télé, pour parler musique également avec son livre Notes légères aux éditions First. C'est un petit livre tout à fait réjouissant, intéressant et dans lequel vous apprendrez énormément de choses. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Et on est avec Christian Morin et on parle de ce livre Notes légères, nouvelles histoires légères de la musique classique. Alors j'aime bien, moi, il y a deux choses, les citations à la fin. Donc le dernier petit dessin, c'est un couple qui regarde vraisemblablement son fils clarinettiste et la mère dit quand je pense que je lui avais ciré ses chaussures, on ne les voit même pas. Le drame des clarinettistes, ça vous est arrivé? Eh bien, c'est une histoire. Alors, la petite histoire, c'est que la caricature que j'ai dessinée de moi jouant de la clarinette, c'est une caricature que j'ai empruntée à un dessin que m'a envoyé Cabu. Ah oui, qui était grand fan de jazz. Voilà. Et j'ai symbolisé mes parents parce que c'est tout à fait une réflexion que pouvait faire ma mère quand on passait à la télé la première fois dans les années 60. Et donc voilà. Mais j'en ai une autre à propos de femmes au foyer. La femme de Joseph Haydn considérait que
la musique que faisait son mari, ça, ou s'il avait été cordonnier, c'était aussi intéressant. Et ce pauvre Haydn a souffert avec sa femme. En plus, c'était pas celle qu'il voulait épouser, il voulait épouser sa sœur. Et la sœur était destinée au couvent. Donc il a épousé celle qui restait, Maria Anna, et elle s'en foutait complètement de la musique. Et ce qui fait que pour envelopper les gâteaux qu'elle faisait, qu'elle livrait à ses amis, elle utilisait les partitions de Joseph Haydn. Malheureux. Pour moi, vous êtes, votre image est indissociable pour moi d'Europe 1. Évidemment, avec le fameux autocollant Europe 1 avec votre photo et la voiture. Qu'est-ce que ça vous a fait le premier jour où vous étiez en voiture et qu'il y avait dans la voiture d'en face votre tête sur un autocollant? C'est arrivé à Lille au moment de Noël 75. Alors c'est amusant parce que c'est un jeu qui venait là encore des États-Unis et c'est Jean-Loup Lafont qui avait rapporté ce jeu qui marchait très très bien d'ailleurs, et parce qu'on s'apercevait que les gens ne connaissaient pas par cœur le numéro minéralogique des voitures, mais quand on faisait quelques appels de phare, quand on les avait repérés, on les appelait sur l'antenne et c'était toujours impressionnant. Écoutez, je vais être honnête, quand on commence à faire de la radio, on n'est pas connu, on réservait quelquefois au restaurant en disant c'est de la part de Christian Morin d'Europe 1 et on rentrait dans le restaurant persuadé qu'on nous reconnaissait. J'en ai parlé avec une de vos très bonnes amies, Joëlle Goron. On avait le sentiment d'être connus parce qu'on était à Europe 1. Bon, mais on n'était pas connus du tout. Donc on avait tous envie quand même d'avoir un peu notre faciès. Et dès qu'on commençait à apparaître à la télévision, là c'était formidable. Quand les gens vous reconnaissaient dans la rue, soyons honnêtes quand même. C'est grisant, c'était grisant. Oui, non, c'est grisant. Mais d'autant que d'une manière générale, les gens sont toujours très gentils avec vous. À part une fois, j'ai croisé un couple, je tournais pour Plus belle la vie, où je suis mort noyé, je vous le rappelle. Absolument. Et je croise un couple sur le port de Marseille et j'entends la dame qui dit « Tiens, regarde, c'est celui que t'aimes pas. » Là, on fait profil bas dans ces cas-là. Plus belle la vie qui revient lundi. D'ailleurs, ils seront nos TF1, invités, et qui seront nos invités. Très bien. Ils seront nos invités lundi pour le lancement de Plus belle la vie. Beaucoup de monde. On vous propose encore des rôles. Non, pour l'instant, il y a Pascal Thomas qui a une petite idée derrière la tête avec qui j'ai pas mal tourné. Vous aviez déjà tourné avec lui. Mais dans Plus belle la vie, je suis mort noyé. Donc vous ne reviendrez pas, ou alors le fantôme. Parce que j'avais épousé l'héroïne de l'époque, Hélène Médig, et il y avait une fiancée jalouse qui était venue. On s'est aperçu que j'étais pas simplement mort noyé, mais qu'en tombant dans ma piscine, j'avais quand même des bleus à la tête avec une batte de baseball qui m'avait légèrement heurté. Et puis sinon, Valérie, nous sommes en avril 92, et voilà ce qu'il y a sur TF1. Attention, mesdames, messieurs. Succès fou sur tous les tons, sur tous les rythmes et pour tous les goûts, un grand voyage musical. Dans tous les cœurs, sur toutes les lèvres, les plus belles chansons d'hier et d'aujourd'hui. Avec Christian Morin, Patrick Roy et Philippe Risoli. La folie du samedi soir, Succès fou, 20h45, sur TF1. C'est quand même une idée à la con de se dire on va prendre un chanteur, on va lui faire chanter un succès, puis hop, ça sera un carton parce que les gens adorent écouter les succès. En principe, il y avait quand même un échange, c'était une idée de Guilux. Il y avait un échange, il y avait d'anciens titres, mais quelquefois on proposait un nouveau titre. Ça a très bien marché. Très bien marché. L'idée de TF1, là encore, c'était de regrouper un maximum de clientèle parce qu'on réunissait les 3 présentateurs des jeux qui marchaient le mieux sur TF1. Il y avait Patrick Roy, donc on s'est beaucoup amusé parce qu'on faisait des sketchs qui étaient écrits par nous-mêmes. On n'étions ni les nuls ni les inconnus avec ce talent-là. Des sketchs, oui, avec toute une équipe. Il y avait Arlette Tabar aussi, directrice musicale d'Europe 1, qui est aujourd'hui à la SACEM. Et il y avait une petite équipe avec notre réalisateur aussi qui participait, qui nous a quittés il y a peu, d'ailleurs l'année dernière, Gilles Amado, grand réalisateur. Et on s'amusait beaucoup à faire des inter-musiques. Mais c'était assez génial. Et j'ai lu dans une interview que vous expliquiez que Patrick Roy son cancer avait été d'une violence et il avait énormément souffert en fait, et on l'a pas su que. Et on l'a pas su parce que je me souviens d'une des dernières émissions de Succès fou avec Serge Lama. On était allé dîner au Halles et Patrick était malade à l'idée d'avoir 40 ans cette année-là. Patrick, j'avais connu sur une autre radio avec Jean-Pierre Foucault sur RMC, et c'était un type génial. Moi, j'adorais lui raconter des conneries simplement pour entendre son rire. C'était un type qui avait une empathie avec le public, très gentil dans la vie, vraiment adorable. Et donc, la quarantaine l'inquiétait. Et puis, Patrick,
comme ça peut vous arriver, comme ça peut arriver à Valérie ou à moi-même, il avait toujours mal au dos, et puis des maux de dents, quelquefois, et il s'inquiétait de cela. Et un jour, il me dit, tu connais pas un Toubi parce que pour le dos, alors j'appelle Thierry Roland qui me donne l'adresse d'un médecin du sport, et Thierry me rappelle en me disant, écoute, je suis très inquiet parce que mon ami l'a vu, mais il l'a envoyé à d'autres rendez-vous, on s'est aperçu que c'était un cancer des os à 40 ans. Et à 40 ans, je peux vous dire que ça va malheureusement très vite. La dernière fois que je l'ai vu à la Salpêtrière, non, à l'hôpital de Villejuif, après on ne pouvait plus le voir parce qu'il était dans un triste état. Qu'est-ce qu'on lui dit et quel recul ça vous donne sur votre propre vie? Que la vie est relative, qu'il faudrait être un peu plus gentil avec les uns et les autres quand on peut l'être. Mais à lui, vous lui avez dit quoi? Rien, on parlait pas de la maladie, on allait le voir. Et comme je savais qu'il aimait l'eau de toilette que je portais sur moi, c'était Boîte Santal de chez Creed, pour ne pas faire publicité. Je lui avais offert un grand flacon de Creed, que j'avais apporté ça à Villejuif. C'est le seul souvenir. Après, sa compagne de l'époque m'avait dit ne va pas le voir parce que il est dans un état... C'était épouvantable, c'était le fils unique, ses parents étaient, mais ça a été affreux. Et à cause d'un enregistrement pour des publicités, je n'ai pas pu assister aux obsèques, mais Jean-Pierre Foucault était là pour nous représenter. Quel est votre meilleur souvenir? L'émission que vous avez préféré présenter? Dans toutes les émissions. Dans toutes les émissions. Écoutez, Succès Fou a fait partie de très bonnes émissions. Il y a eu aussi La Roue de la Fortune, on s'amusait beaucoup. Et puis, je dois dire que qu'est-ce qu'il y a eu comme autre émission? Il y a eu le Pétisier. Il y a eu la blague de Patrick Sébastien qu'on voit tout le temps aussi. Le Grand Bluff. Alors ça, le Grand Bluff, ça c'était extraordinaire. Extraordinaire. Tellement de souvenirs. Note légère, c'est le livre indispensable à offrir ou à s'offrir. Même moi, j'ai pris un plaisir fou à lire ce livre, à découvrir tout un tas d'anecdotes sur des musiciens, les mots des musiciens également, ça vaut son pesant de cacahuètes, les critiques aussi, il y a plein de choses. Et puis cette phrase de Voltaire que vous citez et qui dit « Tout ce qui est trop stupide pour être dit et chanté », ce n'est pas totalement faux. Ou alors Brahms qui quitte une soirée, ça va plaire à Gilles peut-être. S'il y a quelqu'un que je n'ai pas insulté, je lui demande pardon en quittant une soirée. Mais si j'ai le temps de raconter une critique, Satie était critiqué par un monsieur qui s'appelait Jean Pouègue. Et donc ça lui avait pas plu. Il avait écrit aux critiques en lui disant « Monsieur, vous n'êtes qu'un cul et un cul sans musique. » Sauf que il avait envoyé, je vous préviens, si vous voulez engueuler quelqu'un, il avait envoyé une carte postale sans enveloppe. Donc tout le monde a vu ça. Je crois qu'il avait eu 8 jours de prison. Ça s'était transformé en une amende. Mais enfin voilà, c'était une autre époque. Les vacheries entre musiciens. Alors tout est vrai dans le livre. Les gens aujourd'hui, on se chiffonne un peu pour une petite phrase sur les réseaux sociaux. Je peux vous dire qu'à l'époque de Clémenceau ou eux, il y avait énormément de gens jaloux entre eux aussi du talent de l'un et de l'autre. Absolument, il y a plein de choses à découvrir. Merci Christian Morin d'avoir été avec nous ce matin. Toujours un plaisir de vous entendre, de vous écouter. Et nous, on se retrouve dans un instant pour les débats.